Bonjour chers élèves, ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour une nouvelle séance d'économie et organisation administrative des entreprises. Aujourd'hui, on est toujours dans la quatrième et dernière partie du programme, la qualité totale. Le chapitre d'aujourd'hui sera intitulé « Organisation en cercle de qualité ». Dans le programme, ce chapitre se situe directement après celui de l'action pour la mise en place de la qualité des services et avant le dernier chapitre intitulé « La certification comme arme commerciale ». Commençons par un petit rappel. Dans la séance dernière, on avait insisté sur la notion de la qualité des services. On avait essayé d'éclaircir cette confusion qui existe entre qualité des services et qualité dans le secteur tertiaire. En effet, la qualité des services veut dire l'ensemble des services qui entourent le produit. Elle est donc valable que ce soit pour les produits ou pour les services. Donc c'est tout ce qui concerne le produit. Donc cette qualité, bien sûr, dépend de trois facteurs. Le premier, c'est celui de la formation sur le produit. La formation désigne donc l'ensemble des actions, l'ensemble des techniques qui sont transférées au personnel pour pouvoir répondre aux questions des clients. Donc, quelles sont les informations qu'on va lui donner, comment on va transmettre cette information, etc. La deuxième caractéristique concerne l'information sur le produit. Donc, ça consiste à transmettre au client le maximum d'informations sur les caractéristiques et sur les détails du produit. Pour le faire, on utilise donc des outils qui sont donc connus et qui facilitent ce transfert d'informations. Ces outils peuvent aller des essais et des échantillons, comme le cas qu'on a ici, le cas de la dégustation gratuite. Ça peut aller aussi des essais des produits jusqu'à l'utilisation des catalogues ou l'utilisation des dépliants qui permettent d'informer le client sur les caractéristiques, sur les détails, sur un ensemble bien sûr d'éléments concernant le produit. Ça peut aller aussi en utilisant l'argumentation, en utilisant donc un ensemble d'arguments, en utilisant donc des techniques pour pouvoir convaincre le client. La troisième composante, c'est la commercialisation du produit. Celle-ci concerne la relation qui existe entre l'entreprise et le client. Ceci passe par l'intermédiaire d'un élément central qui sont la force de vente. Par force de vente, on désigne l'ensemble des salariés, l'ensemble du personnel qui a pour activité la commercialisation des produits. Il s'agit donc d'un intermédiaire direct entre le client et l'entreprise. Dans la séance dernière, on avait vu donc le rôle de cette force de vente, donc, qui est de transmettre l'information envers l'environnement et recevoir l'information de l'environnement et la transmettre à l'entreprise. On avait vu aussi les qualités nécessaires pour avoir bien sûr cette qualification de force de vente. Ensuite, pour terminer, on s'est intéressé à la communication comme moyen de commercialisation des produits. Celle-ci passe par un canal principal qui s'appelle donc la publicité. Il s'agit donc d'exposer et de vanter les qualités du produit au client final pour pouvoir le convaincre et l'attirer vers l'entreprise. Aujourd'hui, l'objectif ou les objectifs de la séance sont d'abord de définir qu'est-ce qu'un cercle de qualité et deuxièmement, de voir quels sont les rôles des cercles de qualité. Et ensuite, on va passer bien sûr aux détails des cercles de qualité, essayer de voir quels sont les avantages et les limites des cercles de qualité. Donc, notre plan sera réparti en 4 parties. La première sera bien sûr destinée à la définition de la notion de cercle de qualité. Deuxièmement, on va essayer de voir comment fonctionnent ces cercles de qualité. Et troisièmement, on va essayer d'avoir une vision critique des cercles de qualité pour voir quels sont les effets positifs et quelles sont les limites des cercles de qualité. Donc, pour comprendre cette notion de cercle de qualité, je vais revenir un peu en arrière à la notion de démarche qualité. La démarche qualité, on l'avait définie comme étant l'ensemble des actions qui sont entreprises par l'entreprise à travers ses différentes composantes, la direction, le personnel et tout le monde, donc, pour développer la qualité, pour améliorer la qualité. Et bien sûr, cette démarche passe par la préparation jusqu'au suivi, bien sûr, des produits en passant par la réalisation. Ça veut dire que la démarche qualité ou l'amélioration de la qualité doit toucher l'ensemble des étapes du processus de production, en passant par la conception, c'est-à-dire l'élaboration d'abord du plan de travail, à la production donc, qui consiste en l'exécution de ce plan, et en allant jusqu'à la vente et aussi au service après-vente.
Donc, en essayant de travailler sur cette démarche qualité, en essayant d'améliorer la qualité, on aura donc au sein de l'entreprise plusieurs intervenants. Ces intervenants peuvent aller de la direction qui fixe les objectifs, qui donne donc la stratégie de travail. Il peut passer par les ingénieurs de conception, celles qui conçoivent bien sûr et qui modélisent le produit et le travail, et aussi en passant par les cadres, les vendeurs de l'entreprise, jusqu'aux petits employés bien sûr, aux employés qui sont en bas de l'échelle et aussi aux responsables du service magasin. Donc, tout le monde s'intéresse, ou tout le monde est impliqué plutôt à cette gestion de la qualité. Donc, tout le monde a quelque chose à dire dans cette qualité. Donc, ils peuvent parfois détecter des problèmes, ils peuvent avoir des remarques ou peuvent même proposer des solutions. Donc, d'où est venue la question? Pourquoi ne pas impliquer tout le monde dans la démarche de l'amélioration de la qualité? Puisque tout le monde peut avoir des idées, tout le monde peut détecter des problèmes et proposer des solutions, pourquoi donc ne pas impliquer tout le monde, prendre l'avis de tout le monde dans cette amélioration de la qualité? D'où l'idée est venue à l'ingénieur japonais appelé Kaoru Ishikawa. Donc, il a proposé au milieu des années 60 une idée pour réunir, pour avoir les avis de tout le monde à propos de la qualité. Cette idée, il a nommé donc cercle de qualité. Qu'est-ce qu'un cercle de qualité? Ce sont des petits groupes composés de 3 à 10 employés qui se réunissent de manière régulière, de façon volontaire, pour discuter à propos de tous les problèmes qui concernent la qualité. Donc, quand on dit discuter, ça veut dire qu'ils doivent poser d'abord le problème et qu'ils doivent ensuite discuter pour trouver des solutions. Lorsqu'on parle donc de cercle de qualité, cela nécessite 2 éléments. D'abord, les groupes ils doivent appartenir à la même unité de travail, ou doivent au moins avoir quelque chose en commun. Bien sûr, pour faciliter d'abord la discussion ou pour essayer d'avoir une sorte d'homogénéité dans l'équipe. Et deuxièmement, la participation de ces salariés ainsi que les réunions qui sont effectuées sont des réunions qui sont volontaires. Donc, il n'y a pas de caractère obligatoire dans ces réunions pour rendre donc les cercles de qualité plus efficaces. Donc, en d'autres termes, les cercles de qualité sont des réunions du personnel en vue de trouver, bien sûr, en vue de détecter les problèmes et de trouver des solutions aux problèmes qui concernent la qualité. Ce cercle de qualité, bien sûr, suppose 3 conditions. D'abord, une implication de toute l'équipe. Et quand on parle de toute l'équipe, je parle de toute la hiérarchie, depuis le sommet hiérarchique, ça veut dire de la direction, jusqu'aux employés qui sont en bas de l'échelle. Donc, cette implication suppose l'oubli, bien sûr, suppose le fait de négliger ou d'éliminer cette relation qui existe entre supérieur et subordonné. Donc, tout le monde est au même niveau, discute de la même manière et a donc les mêmes problèmes et propose les mêmes solutions. La deuxième chose, donc il faudrait considérer le client au centre comme centre d'intérêt. Ça veut dire qu'il faudrait parler un langage commun. Il faudrait faire comme objectif de ces réunions la satisfaction des clients. Ça sert d'abord à unifier donc le langage et deuxièmement à éliminer tous les autres, bien sûr, tous les éléments qui peuvent perturber le travail. Et troisièmement, il s'agit donc d'élaborer un plan de travail. Par élaboration de plan de travail, ça veut dire qu'il faudrait planifier ce qu'on doit faire. Il faudrait donc préciser les étapes par lesquelles on doit passer pour résoudre le problème. Donc, les cercles de qualité ont comme objectif d'abord l'amélioration de la qualité des services. Comme j'ai dit bien sûr au début de la séance, la qualité des services veut dire l'ensemble des services qui entourent le client. Donc, il a pour objectif donc la satisfaction du client final. Deuxièmement, on doit essayer donc d'éliminer tous les problèmes, bien sûr, toutes les difficultés qui concernent la production pour essayer d'augmenter la productivité de l'entreprise. Troisièmement, donc, on doit éliminer tout ce qui concerne, tout ce qui peut générer un gaspillage, tout ce qui peut générer des charges supplémentaires pour pouvoir réduire les coûts. Et finalement, donc, il s'agit de réfléchir à la conception des produits. Ça veut dire qu'on se pose la question, comment concevoir le produit de telle façon à réduire les coûts et à augmenter bien sûr la productivité et aussi la satisfaction des clients. Donc, pour le fonctionnement des cercles de qualité, ce qu'on va appeler donc principe des cercles de qualité, donc les cercles de qualité supposent 2 éléments. D'abord, une méthode de travail et deuxièmement, des outils pour faciliter le travail. La méthode,
consiste d'abord en des réunions qui sont régulières. Donc, réunions, on avait dit au départ que ce sont des réunions qui sont donc volontaires, qui ne sont pas obligatoires, mais ces réunions doivent être de manière régulière pour pouvoir faire le point sur chaque partie du processus de production. Deuxièmement, ça suppose la détection de problèmes concrets. On ne va pas bien sûr détecter l'ensemble des problèmes, mais on va essayer de détecter des problèmes qui concernent la qualité. Des problèmes donc qui doivent être concrets et perceptibles par tout le monde. Troisièmement, on doit donc proposer des services qui sont, ou des solutions plutôt, qui sont efficaces et qui permettent de résoudre ces problèmes et donc d'atteindre les objectifs escomptés. Ensuite, concernant les outils, donc on peut utiliser différents outils. Ces outils, bien sûr, ne sont pas exhaustifs, ne sont pas obligatoires. Donc, ça peut aller des outils de collecte, des outils qu'on utilise pour relever, donc pour détecter les problèmes. C'est le cas, par exemple, des fiches, des cartes qu'on peut utiliser, qu'on peut remplir pour détecter les différentes défaillances. Deuxièmement, des outils de créativité. Donc, les outils de créativité, ça permet de mobiliser, ça permet d'abord de motiver la réflexion et de mobiliser l'ensemble du personnel pour trouver des solutions. C'est le cas par exemple des cartes mentales, du brainstorming qu'on utilise pour proposer des solutions. Et finalement, des outils d'analyse. Les outils d'analyse, bien sûr, ce sont des outils qui sont utilisés pour analyser d'abord les problèmes et pour analyser aussi les solutions proposées pour savoir quelle solution serait la plus efficace. Donc, les cercles de qualité, bien sûr, suivent un certain nombre d'étapes, un processus. Ce processus commence d'abord par la détection du problème. Et par détection des problèmes, je veux dire l'ensemble des problèmes qui concernent l'amélioration de la qualité des services. Ça peut aller de la qualité des produits de services elles-mêmes, ça peut aller aussi de la sécurité des employés, de la réduction du coût, de l'environnement, bien sûr, du travail, et aussi de la motivation et de l'implication du personnel. Deuxièmement, donc, en détectant d'abord le problème, on va essayer de trouver des solutions. Et donc, pour le faire, on commence d'abord par énumérer l'ensemble des solutions qui peuvent fonctionner. Ensuite, on va essayer d'analyser le problème, de le vérifier sur le terrain, et ensuite de consulter l'ensemble des membres, qu'ils soient bien sûr membres l'ensemble du personnel de l'entreprise, qu'ils soient membres des cercles de qualité ou qu'ils ne soient pas bien sûr ou qu'ils n'appartiennent à aucun cercle. Donc tout le monde va nous donner une idée sur le problème et donc on va essayer de voir quel est le problème qui a la priorité, donc choisir le problème principal qu'on va résoudre. Ensuite, à partir de ce problème, bien sûr, on va essayer de proposer des solutions et donc de choisir la solution la plus efficace. Donc on essaie d'abord de faire un brainstorming en exposant toutes les solutions présentes. Ensuite, on va commencer à éliminer pour garder 2 ou 3 solutions. Et dans l'étape finale, on va choisir la solution la plus efficace. Dernière partie, donc c'est celle de l'exécution, du suivi et du contrôle. Donc la solution proposée est ensuite appliquée en effectuant un suivi au long de la réalisation de cette solution et en effectuant aussi un contrôle final pour voir est-ce que la solution a marché ou non. Donc ces parties se répartissent généralement en deux étapes, donc problème et solution. Commençons par la première étape, celle du problème. Donc, le cercle de qualité a pour objectif d'abord de détecter le problème. Pour le faire, plusieurs méthodes existent, parmi lesquelles une méthode qui est utilisée par Ishikawa. Donc, Ishikawa, ça veut dire la première personne qui a utilisé ce cercle de qualité, a lui-même proposé une méthode pour détecter les différents problèmes. Cette méthode est appelée donc diagramme d'Ishikawa ou est appelée aussi la méthode des 5 M. Pourquoi les 5 M? Parce qu'il a essayé de résumer dans un schéma les 5 éléments qui peuvent causer des problèmes à l'entreprise. Ces 5 éléments sont d'abord le milieu. Par milieu, je veux dire le climat de travail, donc le climat au sein duquel travaillent ou fonctionnent les salariés. Donc ce climat, il peut bien sûr poser plusieurs problèmes. D'abord, celle de la luminosité. Par exemple, celle de l'espace de travail, etc. Donc, tout ce qui concerne l'espace dans lequel travaillent ses employés. Deuxièmement, la main-d'œuvre ou le personnel. Donc, tous les problèmes que concernent bien sûr le personnel. Ça veut dire l'absence de motivation, l'absence d'implication, les retards du personnel, le turnover, par exemple, le taux d'absentéisme qui est élevé, etc. Troisièmement, la matière ou les matières qui sont utilisées.
Cette matière s'appelle de la matière première qu'on utilise pour concevoir le produit, qui peut être parfois une matière de très mauvaise qualité ou une matière qui n'est pas conforme. Ça peut aller aussi jusqu'aux matières qui sont utilisées par les différents services, les matières de nettoyage par exemple, les feuilles, l'encre, etc. Quatrième élément, ce sont les moyens qui sont utilisés. Par moyens, je veux dire donc matériel et équipement qui est utilisé. Parfois donc il y a trop de pannes dans les machines, le matériel utilisé n'est pas efficace, etc. Et finalement, les méthodes qui sont utilisées. Les méthodes, c'est qui veut dire donc les techniques de production, la manière avec laquelle on passe d'un service à un autre, etc. Et la relation qui existe entre les différents employés. Donc ces 5 éléments, comme je viens de dire, il les a résumés bien sûr dans un diagramme qu'il a appelé donc diagramme d'Ishikawa. On l'appelle aussi diagramme de cause à effet. Donc cet ensemble d'éléments nous permet de détecter le problème principal sur lequel on va travailler. Donc il a fait donc un petit résumé des différents problèmes que peut rencontrer une entreprise. Donc, comme on a dit, ça s'appelle donc un diagramme d'Ishikawa, comme on peut l'appeler donc le diagramme des 5M aussi, diagramme en arête de poisson, parce qu'il ressemble à une sorte d'arête de poisson. Après donc la détection du problème, l'étape suivante est celle de la solution. Et donc, pour réaliser cette solution, pour appliquer cette solution, on passe par 4 étapes. La première, celle de la planification. Donc l'équipe qui a proposé bien sûr cette solution doit commencer à répartir les tâches pour préparer le travail. Donc cette répartition des tâches consiste donc à donner à chacun sa consigne, à informer les différents services sur ce qu'ils doivent faire pour trouver une solution. La deuxième, c'est l'étape de l'exécution, dans laquelle on essaie d'appliquer la solution qu'on a trouvée pour essayer de résoudre le problème. Dans la troisième, c'est l'étape du contrôle. Donc, on essaie de voir le degré, bien sûr, de réponse de cette solution au problème concerné. Donc, est-ce qu'on a résolu le problème ou non? Donc, à partir de la troisième étape, 3 situations se présentent en entreprise. D'abord, la solution peut se révéler non efficace et donc la solution peut ne pas marcher. Dans ce cas, on doit éliminer cette solution et revenir à la première étape. Dans le deuxième cas, cette solution, bien sûr, peut présenter certaines difficultés. Et dans ce cas, on doit essayer de l'ajuster, ça veut dire corriger les erreurs pour pouvoir réappliquer cette solution. Et la troisième option, donc la solution peut marcher parfaitement à l'entreprise et dans ce cas, elle est standardisée. Ça veut dire qu'on va la garder pour bien sûr la utiliser une autre fois. Et comme ça, donc l'entreprise constitue une sorte de portefeuille de solutions qu'il applique à chaque fois qu'il a le même problème. Donc, les cercles de qualité, bien sûr, présentent un certain nombre d'effets positifs, ou ce qu'on va appeler des avantages. D'abord, ils permettent une grande réduction des coûts. Lorsqu'on réunit l'ensemble du personnel, comme je viens de dire, bien sûr, du directeur jusqu'au petit employé, ça nous permet de révéler ou de détecter quelles sont les différentes sources qui créent à l'entreprise des charges supplémentaires. Ces différentes sources, bien sûr, ou différents éléments qui causent les problèmes sont éliminés pour pouvoir réduire les coûts. Deuxièmement, ça permet de renforcer l'efficacité du travail. Ça permet donc de rendre le travail plus efficace. Donc, en éliminant toutes les pertes de temps, en éliminant par exemple les pertes d'efforts, on essaie d'atteindre les objectifs rapidement. Troisièmement, ça permet d'améliorer l'implication et aussi la motivation du personnel. Donc, en négociant, bien sûr, en concertant avec l'ensemble des membres d'entreprise, depuis les magasiniers aux employés, aux cadres, etc., on donne à chacun une responsabilité et on le valorise. En le valorisant, cette personne est donc motivée et impliquée. Ils se sentent comme membres efficaces de l'entreprise. Elle permet aussi d'améliorer la compétitivité de l'entreprise. Donc, j'ai dit au début que l'entreprise réduit d'abord ses coûts, ensuite, elle renforce son efficacité, ce qui lui permet donc d'avoir un avantage par rapport aux autres concurrents, par rapport aux autres entreprises. Et c'est donc ce qu'on a appelé la compétitivité. Ça permet aussi d'avoir un bon sens relationnel. Le fait de discuter à chaque fois donc, entre l'ensemble des membres de l'entreprise, le fait de se regrouper, de se réunir, permet donc de donner à chacun ce sens, bien sûr, ce sens de relationnel, ce sens de communication entre les différentes équipes et ce sens aussi d'esprit d'équipe. Ces cercles de qualité présentent aussi certaines limites. Ces limites sont généralement relatives aux conditions de ces cercles de qualité. Donc, on avait dit que ce sont des réunions périodiques entre les différents membres
du personnel. Donc ces réunions nécessitent d'abord une formation du personnel. Donc le personnel doit connaître, puisque c'est un personnel hétérogène composé d'employés, de cadres, d'ingénieurs, de directeurs. Donc il doit avoir les techniques et les manières pour pouvoir d'abord discuter et pour pouvoir exposer le problème ainsi que la solution du problème. Il nécessite aussi le sens de stabilité et la sécurité du personnel. Dans les entreprises qui ont un taux de rotation très élevé, ça veut dire qui connaissent donc des licenciements et des recrutements de nouvelles personnes, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas aussi de sécurité. Donc, le personnel ne va pas se sentir impliqué, il ne peut rien donner à ces cercles de qualité. La formation, ainsi bien sûr que ces réunions génèrent aussi des coûts supplémentaires, des charges que l'entreprise doit supporter pour garder ces cercles de qualité. Donc, bref, je vais essayer maintenant de récapituler. Ce qu'il faudrait retenir de cette séance, c'est d'abord la notion de cercle de qualité. Les cercles, comme on vient de dire, ce sont des petits groupes qui se réunissent de manière périodique pour trouver des solutions à des problèmes qui concernent la qualité. Ces solutions, bien sûr, pour les trouver, on doit respecter certaines règles. Donc, les réunions doivent être de manière périodique, ils doivent avoir un caractère volontaire et ensuite, donc, ils doivent réunir l'ensemble des membres qui sont concernés par la qualité. Ce cercle de qualité, bien sûr, présente plusieurs avantages. Donc, ils permettent à l'entreprise de réduire les coûts, d'améliorer son efficacité, sa compétitivité, mais ils ont aussi des limites. Ils se posent donc des conditions qui sont parfois difficiles à appliquer. Ça concerne la formation du personnel, ça concerne aussi la stabilité du personnel. Et ça peut aussi aller à l'encontre de l'objectif escompté. Parfois, donc on a dit que les cercles de qualité ont pour objectif de diminuer plutôt les coûts. Donc, ils peuvent parfois aller à l'augmentation des charges de l'entreprise. Donc, la séance prochaine sera consacrée donc, à un chapitre qui sera appelé donc, la certification comme arme commerciale. Dans ce chapitre, on va s'intéresser aux normes de qualité qui sont connues donc, et que vous utilisez souvent, donc les normes ISO ainsi que les autres normes. Donc, avant de terminer, je vous remercie pour votre attention et à la séance prochaine.